Je m'appelle Léa, biologiste de 29 ans. Je suis seule, confinée dans un abri souterrain équipé pour durer des décennies. Un de ces bunkers qu'on voit dans les films, équipé de tout le nécessaire pour survivre à une guerre nucléaire. Des murs épais de plusieurs mètres, des provisions prévues pour nourrir une famille pendant des années. Mais ici, il n'y a que moi. Mon quotidien est répétitif. Chaque jour, je vérifie les systèmes de survie, approvisionnement en eau, réserve de nourriture, maintenance des équipements. Un rituel que j'effectue presque machinalement, comme pour m'occuper l'esprit. L'abri est silencieux, si ce n'est le ronronnement constant des systèmes de ventilation, et parfois, le bruit de mes pas qui résonnent dans les couloirs métalliques. C'est ma réalité maintenant, une routine austère, mécanique, dans un lieu à l'abri de tout, mais étrangement prêt à me dévorer de l'intérieur. Je repense souvent au jour où tout a basculé. Les sirènes d'alerte, le chaos, les gens courant dans toutes les directions. Tout s'est déroulé si vite. J'ai juste eu le temps d'attraper un sac à dos à moitié rempli avant de m'engouffrer dans l'abri. Ma famille était trop loin, mes collègues aussi. Il a fallu choisir, et j'ai choisi de vivre. Mais à quel prix ? Ces visages que j'ai laissés derrière moi, ils m'obsèdent la nuit. Ils sont là, à me regarder en silence, me rappelant l'âpreté de ma décision. Je pense souvent à mon frère, Julien. On était inséparables. Lui, journaliste, passionné par les tensions politiques qui s'amoncelaient depuis des mois. Il avait cette façon de vouloir tout comprendre, de tout expliquer. Parfois, je l'imagine encore assis en face de moi, un café dans la main, les yeux étincelants en me parlant de ses projets, des histoires qu'il voulait écrire. C'est drôle comme on se raccroche à ses souvenirs. Parfois, c'est ce qui me maintient en vie. Depuis quelques nuits, il y a quelque chose d'étrange. Des bruits, des grincements qui semblent venir des murs. Comme des chuchotements. Je sais que c'est absurde, mais la sensation est là, étrangement prégnante, comme si je n'étais pas seule. Les systèmes de ventilation déconnent aussi. Parfois, l'air devient épais, irrespirable. Je me surprends à étouffer, le souffle court, et l'angoisse me serre la poitrine. J'essaie de rester rationnelle. Après tout, je suis scientifique. Mais cette peur, elle me ronge. Et si ce n'était pas mon imagination ? Et si quelque chose était vraiment là ? J'ai commencé à noter tout ce qui se passe dans un journal. Les bruits, les événements, mes sensations. Comme si mettre tout ça par écrit allait m'aider à y voir plus clair, à rester objective. Mais au fond, je sais que je perds pied, petit à petit. Isolée, je parle à un enregistreur vocal, simulant une conversation avec Julien. C'est à lui que je confie mes craintes, mes doutes. C'est idiot, je le sais, mais ça me fait du bien, ça m'apaise un peu. Comme si, quelque part, il était encore là pour me guider. Julien, j'entends des bruits. Tu crois que je deviens folle ? Je laisse la question en suspens, espérant entendre sa voix me répondre, me rassurer. Mais il n'y a que le silence en écho. Notre père était militaire. Un homme de secret. Il ne parlait jamais de son travail, de ses missions. Une fois, quand j'étais gamine, j'avais trouvé des documents dans son bureau. Des choses que je ne comprenais pas, mais qui semblaient importantes. Quand il l'a su, il est entré dans une colère noire. Ce sont des choses que tu ne devrais jamais voir, Léa, avait-il dit. Aujourd'hui, je me demande ce qu'il savait vraiment, et si tout cela a un lien avec ma situation actuelle. J'en ai assez de rester passive. Il faut que je sache. Je décide d'explorer les zones de l'abri qui me sont encore inconnues. Peut-être que je trouverai la source de ces bruits. Je prépare un plan sommaire de l'abri, j'équipe une lampe torche et prends un outil, au cas où. Mon cœur bat à tout rompre, mais je dois faire face à cette menace, réelle ou non. Avant de partir à l'aventure dans les entrailles de l'abri, j'inspecte les systèmes de sécurité. Les caméras de surveillance montrent une partie des couloirs, mais certaines zones restent dans l'ombre, hors de portée. Je consulte aussi les vieux manuels techniques, essayant de comprendre la structure et les passages. Chaque préparation que je fais est une tentative de me rassurer, de croire que j'ai le contrôle, mais la peur reste tapie, sournoise. En fouillant une pièce qui semble avoir servi de poste de contrôle, je tombe sur des enregistrements audio d'anciens occupants de l'abri. Des voix angoissées, qui parlent d'expériences menées ici, de sujets qui se seraient échappés, de protocoles d'urgence jamais prévus pour être activés. Ces mots résonnent en moi, sèment la confusion. Qui était ici avant moi ? Qu'ont-ils fait ? Et surtout, est-ce que ces sujets sont toujours là, quelque part, aérés dans les couloirs ? Je m'enfonce dans un couloir sombre, suivant les bruits qui semblent se rapprocher.
Une porte blindée me bloque le passage. J'essaie d'utiliser le panneau de commande, mais les systèmes électroniques refusent d'obéir. Je tape le code plusieurs fois, en vain. Puis, soudain, un vertige. L'air est lourd, comme s'il manquait d'oxygène. Je suis obligé de faire demi-tour, de retourner dans la zone sécurisée pour reprendre mon souffle. Ces obstacles, ces échecs, ils commencent à miner ma volonté. De retour dans la zone principale, je décide de fouiller les archives. Je tombe sur un dossier classifié, marqué du sceau militaire. Dedans, je trouve des références à des expériences sur le comportement humain sous influence chimique. Mon cœur se serre en lisant un nom que je connais bien, celui de mon père. Il était responsable du projet. Je n'arrive pas à y croire. Tout cela semblait si lointain, si abstrait. Mais maintenant, c'est personnel. Mon père était impliqué dans quelque chose de sombre, et je suis piégé dans les conséquences de ses actions. Je suis bouleversé. Mon père, cet homme que j'avais idolâtré toute ma vie, impliqué dans des expériences inhumaines? Les questions tourbillonnent dans ma tête. Que faisait-il vraiment ici? Et surtout, pourquoi ces bruits persistent-ils? Les bruits s'intensifient, et je ne sais plus si je peux faire confiance à ma propre perception. Est-ce que c'est l'effet d'un gaz? Une illusion? Ou bien quelque chose de bien plus réel et dangereux? Face à cette nouvelle donnée, je décide de suspendre mon exploration. Je dois analyser l'air de l'abri. Peut-être qu'un gaz est en train de me rendre folle, de distordre ma réalité. J'installe un petit laboratoire de fortune avec les équipements scientifiques à ma disposition. Les heures passent, longues et silencieuses, et je lance des tests, prélèvement après prélèvement, espérant trouver des réponses qui pourraient m'apporter un peu de clarté. Alors que j'attends les résultats des analyses, je continue d'écouter les enregistrements des anciens occupants. L'un d'eux attire particulièrement mon attention. C'est la voix de mon père. Il parle directement à moi. Léa, si tu entends ce message, c'est que les choses ont mal tourné. Tu dois savoir que tout ce que j'ai fait, c'était pour te protéger. Sa voix est tremblante, émue. Il me donne des instructions, des conseils pour survivre. Mon cœur se serre, les larmes montent. Même dans le chaos, il a pensé à moi. Je me souviens de notre dernière conversation. Je lui avais reproché ses absences, son dévouement à son travail plutôt qu'à sa famille. J'étais en colère, blessé par ses silences. Maintenant, tout prend un sens. Il ne voulait pas me ménager, il voulait me protéger de ce qu'il savait être inévitable. La culpabilité me submerge, et je réalise que je dois lui faire honneur, que je dois survivre pour lui, pour Julien, pour tous ceux que j'ai laissés derrière moi. Les résultats des analyses tombent. Il y a bel et bien un gaz dans l'air, un neurotoxique qui altère la perception et induit la paranoïa. Le temps m'est compté avant que les effets ne deviennent irréversibles. Il faut que je sorte de cet abri, que je trouve de l'air pur, un endroit où je pourrai respirer sans crainte. Mais pour cela, je vais devoir affronter les couloirs sombres, les portes verrouillées, et cette menace invisible qui semble se rapprocher chaque jour un peu plus. Les systèmes de l'abri commencent à défaillir. Les lumières clignotent, les alarmes retentissent. C'est maintenant ou jamais. Je m'équipe de tout ce que je peux porter, je m'engage dans les couloirs, les bruits de plus en plus proches, presque palpables. Une course contre la montre. Je passe sous des poutres effondrées, j'évite des éboulements. Chaque pas est une épreuve. Et finalement, je vois la lumière au bout du tunnel, la sortie vers la surface. Mon cœur explose d'espoir, mais je sais que le plus dur est encore à venir. Je sors enfin de l'abri, et ce que je découvre est pire que tout ce que j'avais imaginé. Le paysage est dévasté, les arbres carbonisés, le ciel obscurci par une poussière dense. L'air est lourd, toxique. Je mets mon masque à oxygène, mais l'autonomie est limitée. Chaque respiration est précieuse, chaque seconde compte. Je dois trouver un moyen de survivre ici, dans ce monde détruit, alors que tout semble voué à disparaître. Assise sur une colline déserte, je regarde l'horizon. Je réalise que ma survie ne dépend plus seulement de la technologie ou des provisions, mais de ma capacité à m'adapter. Je dois apprendre à vivre dans ce nouveau monde, à trouver de nouvelles ressources, à compter sur moi-même. Ce que j'ai vécu dans l'abri m'a changé. J'ai perdu beaucoup, mais j'ai aussi trouvé une force que je ne soupçonnais pas. Une force que je vais devoir utiliser pour reconstruire, pas seulement pour moi, mais pour ceux qui croient encore en un avenir. En suivant les indications de mon père, je parviens à trouver un camp de survivants. Ils sont peu nombreux, mais ils sont là, vivants, résilients. Parmi eux, je reconnais des visages familiers, des anciens collègues. Les larmes coulent sans que je puisse les retenir.
Nous nous retrouvons, épuisés mais déterminés. Ils ont eux aussi des histoires à raconter, des pertes, des espoirs. Ensemble, nous allons tenter de reconstruire quelque chose, une étincelle d'humanité au milieu de ce chaos. Je m'intègre peu à peu au camp. Mes compétences de biologiste sont utiles. Nous travaillons ensemble à purifier l'eau, à cultiver des plantes dans ce sol abîmé. Chaque jour est une bataille, mais nous avons un but commun. La vie reprend son cours, différente, plus fragile, mais bien réelle. Nous rions, nous pleurons, nous nous souvenons de ceux qui ne sont plus là, mais nous avançons. Un jour, nous captons un signal radio. Un autre groupe de survivants, quelque part, cherche à reconstruire une communauté. L'idée d'unir nos forces nous redonne de l'énergie. Nous parlons de partir les rejoindre, de créer quelque chose de plus grand, de plus solide. Un avenir où nos enfants pourront peut-être grandir sans la peur constante de l'effondrement. C'est un espoir, une possibilité, et c'est suffisant pour nous pousser à avancer. Je prends la décision de partir avec le groupe. De suivre ce chemin incertain, mais porteur d'espoir. Je pense à mon père, à Julien, à tout ce que j'ai vécu. Je suis déterminée à honorer leur mémoire en aidant les autres, en apportant un peu de lumière dans ce monde brisé. Je ne sais pas ce que l'avenir nous réserve, mais je suis prête à l'affronter, un pas à la fois.